Yves Krumenacker, je vous trouve ici dans votre bureau au laboratoire Lara. Vous êtes professeur d'histoire moderne ici à Lyon 3. 1517-2017, 500 ans. Luther, les écrits proclamés sur la cathédrale de Wittenberg. Luther, c'est finalement un vieux monsieur. Et il nous dit encore quelque chose aujourd'hui? Je crois qu'il a toujours dit quelque chose. Si on essaie de voir l'histoire de Luther de 1517 à aujourd'hui, on constate que notamment en Allemagne, il a toujours été à l'ordre du jour et il a été récupéré par à peu près tous les régimes. Au XIXe siècle, c'est intéressant, il est revendiqué aussi bien par les libéraux allemands que par les partis les plus conservateurs. Et Bismarck, l'Allemagne impériale le revendique aussi. Et je crois parce qu'il a beaucoup écrit, un peu dans tous les sens, sur les questions politiques, religieuses, économiques, et on arrive du coup à le tirer un petit peu dans, dans le sens que l'on veut. Alors pour vous qui avez eu l'occasion de aller ici et là faire des conférences justement sur Luther, comment est-ce que vous avez vu sa célébration d'un côté et de l'autre du Rhin, c'est-à-dire entre la France et l'Allemagne? Alors une célébration relativement discrète en France, ou en dehors d'un colloque à Paris où sont venus un certain nombre de personnalités politiques. Ce sont des petits colloques universitaires et puis des conférences essentiellement à l'initiative des églises protestantes françaises. En Allemagne, au contraire, on a décrété une décennie Luther avec des conférences, des colloques, des expositions, des, des tours organisés, même dans toute l'Allemagne. Et cela vraiment pendant 10 ans. Énormément de livres sont parus sur le sujet. Et également, il y a toute une commercialisation, une marchandisation de Luther avec plein de produits dérivés représentant Luther, hein, des chaussettes au vin, au Playmobil, etc. Donc on a l'impression qu'il est reconnu vraiment comme le grand homme de l'Allemagne. Et le Parlement allemand, le Bundestag, a considéré que c'était un des rares Allemands qui ont eu un rôle fondamental dans l'histoire mondiale. En quoi est-ce que sa théologie, hors la musique et ses rapports avec Bach, structure un petit peu, peut être considérée comme la colonne vertébrale de l'Allemagne moderne? Alors, je ne sais pas si c'est sa théologie. J'ai l'impression que c'est plutôt l'idée qu'avec Luther, l'Allemagne est partie prenante et même moteur de la modernité. Hein. Donc c'est plus le lien protestantisme-modernité, qui est un peu contestable d'un point de vue historique, mais c'est ce qui est retenu. Donc l'Allemagne comme moteur de la modernité, ce qu'on retient aussi, c'est Luther comme l'homme qui a forgé la langue allemande moderne grâce à sa traduction de la Bible. Alors là aussi, les historiens reviennent un peu dessus, mais ça reste l'image populaire, traditionnelle qu'on a de lui. Et puis Luther, c'est encore dans les représentations traditionnelles, l'homme euh, qui s'est levé contre l'oppression, à la fois l'oppression politique étrangère, donc c'est Rome, et contre la superstition. Alors, encore Rome désigné comme cela, mais du coup on peut l'utiliser pour différents combats. Il y a une petite ombre au tableau quand même de ce legs que laisse Luther, c'est la question de la lecture de ses rapports avec Israël, avec les Juifs, donc sa lecture du christianisme. Oui, alors c'est un petit peu compliqué, le rapport de Luther avec les Juifs. Donc, ça rentre dans un contexte anti-juif, hein, globalement en Allemagne et même dans toute l'Europe. Les premiers écrits de Luther sur les Juifs, des écrits plutôt de jeunesse, sont très conciliants, beaucoup plus conciliants que la moyenne, parce que Luther est persuadé qu'ayant rétabli le véritable christianisme, les Juifs vont comprendre que Jésus était le Messie et vont se convertir au christianisme. Et puis ça ne se produit pas, il y a quelques conversions, mais relativement peu nombreuses. Et plus les années passent, plus Luther semble aigri par l'attitude des Juifs, jusqu'à faire dans les toutes dernières années de sa vie des pamphlets très injurieux qu'on pourrait considérer à la limite de l'antisémitisme, où il va jusqu'à demander l'exil des Juifs, de brûler les synagogues, d'interdire tout emploi aux Juifs restant dans le pays, donc des mesures fortes, alors pas le massacre,
Il s'est toujours refusé à cautionner des massacres de juifs, des meurtres de juifs, mais à peu près toutes les autres mesures sont préconisées. Ceci dit, ce sont des écrits qui ont eu relativement peu d'écho à son époque, qui ont été assez vite oubliés avant d'être remis à l'ordre du jour par les nazis, où là, ils ont été abondamment récupérés dans les années 30. Alors, ultime question, cette célébration des 500 ans de Luther ont démarré en Suède avec le pape, donc les catholiques se sont associés finalement à ça. Quelles sont les traces aujourd'hui que, outre le Concile peut-être Vatican II, Luther laisse justement dans l'Église catholique et permet peut-être un rapprochement, une compréhension? Alors, Luther est effectivement réhabilité depuis 50-60 ans, enfin un petit peu avant le Concile Vatican II par un certain nombre de théologiens catholiques, et de plus en plus nombreux, qui apprécient notamment un certain nombre de ses intuitions, comme la toute-puissance de Dieu, comme la nécessité de revenir à l'écriture elle-même, et des accords théologiques ont lieu entre catholiques et protestants, y compris sur le point qui... La justification de la grâce. La justification, oui. Ceci dit, ça laisse quand même des réticences dans certains milieux catholiques, puisque les milieux les plus intégristes des catholiques rejettent totalement les rapprochements. Et quand on va sur des blogs intégristes, on voit des attaques violentes contre Luther, mais aussi contre le pape François, contre l'Église catholique actuelle, qu'on accuse de s'être protestantisée.